exode, il y a eu des installations des réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie et en Jordanie. Et ma famille en fait partie de ceux qui ont été installés en Syrie. Donc je suis née dans le camp palestinien de Nerab, j'y suis restée jusqu'à mes 10 ans, et on est arrivé en France par la suite. Et l'ironie du sort, je termine là-dessus, c'est que le camp dans lequel on a été installé en 1948, on a été installé dans les anciennes baraques de l'armée française et britannique qui se sont succédées sur ces territoires, puisque le territoire de cette région a été partagé par les accords d'abord secrets Saïs-Picot, qui sont les accords qui ont été passés entre le mandat britannique et le mandat français. Donc il y avait une installation aussi, disons, de militaire colonial, pas de peuplement, mais c'était quand même des mandats. Et les premières installations, les Palestiniens ont été installés, c'était avant qu'il y ait les tentes, etc. C'était dans des baraques de l'armée française, quoi. Donc voilà, et je suis là devant aujourd'hui. Tu as été... Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je ne suis pas le son. Tu as été nommée par le magazine Forbes parmi les 40 femmes de l'année 2023, en reconnaissance de ton travail remarquable, comme tu l'as dit, à la tête de l'Observatoire des camps de réfugiés. Comment expliques-tu que la cérémonie d'honneur ait été récemment annulée à cause des pressions de certains groupes pro-israéliens? Justement, je ne me l'explique pas. Je trouve que c'est très grave ce qui se passe. Mais ce qui est en jeu, c'est pas Rima Hassan, c'est pas le fait que je puisse parler de tel ou tel sujet. Ce qui est en jeu, c'est la liberté d'expression. Et donc, effectivement, j'ai été classée par Forbes en août 2023. Donc, le magazine a été publié et sorti en août 2023. Et ils ont annoncé récemment la date de la cérémonie, qui devait d'ailleurs se tenir en mars. Et à ce moment-là, il y a eu une mobilisation de plusieurs personnalités, dont Arthur, l'animateur. Je suis très déçue parce que Arthur, je le regardais à la télé quand j'étais plus jeune. Je ne savais pas qui c'était. Et comme j'étais plus jeune, je regardais. Il y avait une émission avec les boîtes, je ne sais plus, j'ai oublié le nom. C'est André qui t'est permis, ça? Non, avant, quand on était plus jeune. Il y a des gens qui ont mon âge ici ou pas? Il y avait une émission avec les boîtes, là, en bref. Donc très déçue. Et donc effectivement Arthur et d'autres personnalités ont communiqué en disant on a fait l'apologie du terrorisme, on est antisémite, en taguant le Forbes et le directeur de Forbes et en demandant d'abord, c'est intéressant, ils ont d'abord demandé mon retrait du classement, parce qu'en réalité c'est pas le fait qu'il y ait une cérémonie qui se tienne, c'est le fait que j'y sois. Et donc ils n'ont pas obtenu. Il y a eu beaucoup de pressions qui ont été exercées, notamment le CRIF. Ce qui est intéressant, c'est que le CRIF a quand même posté là-dessus, en taguant Arthur. Enfin, ils se sont tous un peu tagués, on a vraiment eu une campagne comme ça en meute. Donc ils n'ont pas obtenu le fait qu'on me vire, qu'on me sorte du classement. C'était trop tard, j'étais déjà dedans. Et par contre, ils ont obtenu l'annulation. Et je sais de sources sûres que Forbes a dû faire appel à une agence de com pour une gestion de crise. Et donc cette agence de com a dit annulez tout et après vous en parlez plus. Et donc on a eu un mail nous disant qu'il y avait des raisons de sécurité qui justifiaient l'annulation de toute la cérémonie. Et puis après silence radio de la part de Forbes. Donc j'ai même pas eu des excuses, bon, c'est pas très grave, mais donc derrière ça, en fait, il y a deux choses que je trouve très problématiques. La première, c'est cette capacité quand même de nuisance d'un petit nombre sur quand même un événement de cette ampleur qui devait célébrer 40 femmes. Il y a une dimension aussi patriarcale, c'est très important pour moi de le dire, parce que toutes les menaces que je reçois de mort, de viol, qui précèdent en réalité cette annulation, il y en a majoritairement, 95%, c'est des menaces qui viennent d'hommes, enfin de jeunes hommes ou d'hommes, enfin, et quelques nanas qui ont aussi écrit sur mon numéro, parce que mon numéro a été divulgué sur des groupes Telegram. Donc vous pouvez tous la voir, c'est super. Il est encore disponible sur ces canaux. Et mon adresse, et des gens qui m'écrivaient pour me dire on sait parfaitement où tu habites, on est derrière toi. Et donc majoritairement des garçons, en fait, des hommes qui m'écrivaient. Et là, on a les mêmes mécanismes avec des hommes qui ont beaucoup plus de pouvoir. Et c'était 7-8 hommes qui ont en fait communiqué sur leur réseau et ont appelé Forbes, etc. La société dans laquelle on est
Et le sujet, c'est pas mon propos, le sujet, c'est qu'est-ce que la société est en train d'absorber ou de rejeter comme discours. Donc médiatiquement, oui, il y a une forme de censure, ou en tout cas de rendre les voix palestiniennes inaudibles, ou de les cantonner aussi à telle ou telle déclaration et pas comprendre ce qu'il y avait de profondeur aussi dans leur... Moi, j'ai dû batailler pour dire ça n'a pas commencé cet octobre. C'est inaudible ça. On ne pouvait pas dire le narratif palestinien, il est dans un cadre qui est beaucoup plus long, plus complexe. Donc oui, il y a eu une forme d'hystérie aussi politique depuis le 7 octobre. Médiatique, politique et médiatique. Rima, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Tu as été l'une des premières à utiliser le terme de génocide dès les premières semaines après les massacres du 7 octobre. Mais tu sais, c'est un terme qui cristallise beaucoup les opinions. Oui. Comment toi tu justifies l'utilisation de ce terme? Alors, c'est vrai que moi j'avais fait un entretien pour Mediapart fin octobre où j'avais dénoncé le génocide, enfin déjà le risque de génocide. Et pour moi, en fait, ce qui est le plus dur, il faut savoir que le plus dur à caractériser dans le génocide, dans ce crime, c'est l'intention. Et on avait déjà des déclarations qui étaient très claires des responsables israéliens et qui passaient par, l'animalisation du sujet palestinien, c'est-à-dire qu'on a affaire à des animaux humains, il y a tout un tas de déclarations. C'est très important pour moi de le dire et de le redire, je l'ai dit dans mon entretien Mediapart, mais cette animalisation du sujet palestinien, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plein de déclarations de différents responsables israéliens où nous, Palestiniens, nous sommes décrits comme des cafards, des crocodiles. La barbarie aussi. Ouais, des animaux, des êtres humains sur deux pattes. Enfin, on a vraiment cette logique d'animalisation et donc de déshumanisation du sujet palestinien. Elle remonte vraiment à plusieurs dizaines d'années. Mais elle a été vraiment reprise là, dans un narratif qui était particulièrement problématique, violent. Et c'est ajouté à ça, donc animalisation, donc déshumanisation, essentialisation du sujet palestinien. Donc on a eu à répétition, il n'y a pas d'innocents à Gaza. Donc après tout, ça veut dire qu'on prépare l'opinion à l'idée que si on rase Gaza, bon, il n'y a pas de civils en fait. Donc on a affaire qu'à des personnes, qu'à des combattants. Alors, on sait bien, on sait que c'est complètement faux. Et on a eu aussi un projet politique qui a été clair dès le début. On a eu quand même des déclarations des responsables israéliens qui demandaient à ce que les Palestiniens soient accueillis dans le Sinaï. Et ça, c'était dès le début, c'était en octobre. Donc, animalisation, déshumanisation, essentialisation du sujet palestinien et projet politique génocidaire. Enfin, je veux dire, c'est pas un projet politique, c'est un projet de génocide en fait. Et donc, ce que dit très bien Gilles Devers, qui est l'avocat, qui a initié une plainte avec plusieurs centaines d'avocats, je ne sais plus combien ils sont actuellement, mais je crois que c'est plus de 600 avocats, devant la Cour pénale internationale, il dit que là, on a affaire à un génocide par destruction du groupe social. C'est-à-dire qu'on a l'approche en fait, d'Israël, c'est de détruire, pas seulement de tuer le sujet palestinien, mais c'est de rendre tout son espace en fait aussi invivable et empêchant sa propre survie. Et donc toute cette rhétorique en fait d'Israël était là dès octobre. Et donc pour moi c'était évident. Mais en fait c'est là où on a un problème en France, c'est que du coup on n'a pas voulu entendre les voix palestiniennes qui se sont exprimées. Parce qu'on passait pour des hystériques, quoi. Moi, j'étais pas... on ne pouvait pas m'entendre comme une juriste qui analysait aussi les choses avec recul, mais on était soit... voilà, on parlait juste avec l'émotion. Alors franchement, aujourd'hui, on a quand même le recul et on voit bien qu'on on avait raison, malheureusement. Malheureusement, je suis absolument pas contente de dire j'en ai parlé fin octobre et on est en plein dedans. Malheureusement, on avait raison, mais parce qu'en plus... personne mieux que nous peuvent dire ce qu'est l'État d'Israël, qui est un État qui, depuis 75 ans, nous nie totalement dans notre existence, dans nos aspirations, dans nos revendications. Donc c'est là où c'est important d'écouter aussi les Palestiniens, et ça n'a pas été assez fort aussi. Israël fait une propagande anti-UNRWA, car tant que l'UNRWA existe, il recense les réfugiés palestiniens en les faisant exister matériellement et juridiquement,
ce sont autant de sujets qui peuvent se réclamer de leur terre. Et tu dis que toute la propagande qui est faite depuis des années, voire des dizaines d'années, elle consiste à dire qu'il faut en finir avec l'UNRWA pour que les Palestiniens qui sont en errance se diluent dans une identité régionale. Oui. En fait, l'entreprise quand même d'Israël, c'est d'abord une entreprise de dépossession, de colonisation. Qu'est-ce qu'il y a dans la colonisation si ce n'est la négation de l'autre? Toute entreprise coloniale est justifiée par la négation de l'autre dans ce qu'il est, un être humain, avec des revendications, avec des droits, avec une légitimité à exister. Et donc, la Nakba, en réalité, c'est une entreprise de dépossession, c'est une entreprise de négociation, c'est une entreprise de négation de l'identité palestinienne. La Nakba, c'est 532 villages qui sont rasés, dont les villages de mes grands-parents. Et on va avoir des mots de Ben Gourion, qui est le premier ministre israélien, qui va avoir ces mots terribles et qui va dire, en 1948, « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». C'est-à-dire qu'on est véhément, on expulse. Donc la Nakba, c'est 800 000 Palestiniens sur 1,4 million. C'est pour ça qu'on parle de catastrophe. C'est plus de la moitié du peuple palestinien. Et donc, on va, dès ce moment-là, considérer que les Palestiniens n'ont pas de droit à travers ces expulsions. Et donc, on va avoir, jusqu'à aujourd'hui, donc 75 ans d'exil pour les Palestiniens, des droits qui sont complètement bafoués, niés, et dont, de fait, une identité aussi qui est complètement exclue, écrasée, humiliée. Et moi, ce qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler sur la Nakba, c'est qu'il y a une loi qui est passée en 1951. Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est l'histoire, voilà, ces Palestiniens ne peuvent pas rentrer chez eux, bon, bah tant pis. Il y a plein de gens qui ont quitté des pays à travers des guerres, des conflits, et puis bah... On a en 1951 Israël qui va adopter la loi des absents. Cette loi a permis d'exproprier tous les biens des Palestiniens qui étaient considérés comme des absents. Donc c'est vous dire l'intention, c'est-à-dire qu'on est 3 ans après la Nakba, l'intention qui est posée politiquement quand même par Israël, c'est-à-dire que les Palestiniens sont dans des tentes à ce moment-là. Ma famille, à ce moment-là, elle est dans les baraques de l'armée française, ils n'ont même pas pu rebondir encore, je veux dire, ils vivent dans une misère absolue. Et on a Israël qui pense à comment on va exproprier, voler et piller les Palestiniens. Donc cette logique-là, elle n'a jamais quitté la société israélienne. Et les milices sionistes qui ont commis les exactions pendant la Nakba ont été regroupés et ont formé de salles. L'armée israélienne aujourd'hui. Donc c'est très important de dire fondamentalement que la société israélienne est malade. Elle est malade. C'est Aimé Césaire qui disait que la colonisation abrutissait les hommes. Il y a beaucoup d'abrutis en Israël. Non mais dans le sens premier du terme. Non mais je veux dire je pense que les exactions des soldats israéliens en témoignent. Je veux dire, on a quand même le plus grand des abrutis, c'est quand même Netanyahou. Mais on voit bien qu'il y a une distance qui posait avec l'autre et une négation de son humanité à travers cette colonisation et qui est présente dans la société israélienne. Et en ce sens, toute société de façon coloniale, ce sont des sociétés malades. Donc la société israélienne n'échappe pas à cette réalité. Et donc, l'UNRWA, qui intervient dans les camps palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais dans les écoles de l'UNRWA. Les premières années que j'ai faites d'éducation étaient dans l'école. Je fais trop long. Donc, j'étais dans les écoles de l'UNRWA. L'UNRWA, il faut bien le comprendre, c'est l'agence tunisienne qui a un mandat d'assistance et pas un mandat de protection. Donc, elle intervient dans tous les pays où il y a des camps palestiniens. Donc, en Syrie, il y a au total 58 camps palestiniens. Il y en a en Syrie, au Liban, en Jordanie, mais il y en a aussi à Gaza et en Cisjordanie. Pourquoi? Parce que la Nakba, c'est des mouvements de Palestiniens qui quittent les territoires palestiniens de la Palestine mandataire, mais c'est aussi des territoires, des déplacements à l'intérieur. Donc on va avoir des Palestiniens qui étaient sur les territoires d'Israël, qui sont aujourd'hui sur le territoire souverain d'Israël, et qui sont en fait en réalité accueillis en interne, des mouvements en interne. Là, j'ai pas de carte, je pourrais vous le montrer, mais donc on a des camps en Cisjordanie, il y en a 19, et il y avait 8 camps à Gaza. Et donc le mandat de l'UNRWA consiste à assister ces réfugiés palestiniens
et c'est la seule agence qui recense les réfugiés palestiniens. Il y en a, il faut se concentrer pour obtenir cette donnée, et il y a 5,9 millions de réfugiés palestiniens recensés par les Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'on recense les réfugiés palestiniens et leurs descendants, parce que le droit au retour est valable aussi pour les descendants. Et c'est la résolution 194 de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui consacre le droit au retour, qui consacre la possibilité pour les Palestiniens d'être indemnisés pour leurs pertes. Et la propagande et la guerre qui est faite par Israël à l'UNRWA, c'est une guerre politique. C'est absolument pas... Israël se fout royal du mandat de l'UNRWA. Ce qui intéresse Israël et ce qui obsède Israël, c'est la dimension démographique. C'est-à-dire que si les Palestiniens, réfugiés palestiniens, peuvent retourner, moi, les membres de ma famille, etc., si on se met tous à pouvoir bénéficier du droit au retour, on est de fait plus nombreux que les Israéliens. Et donc cette obsession démographique, cette obsession de la séparation qui est posée avec la colonisation et l'occupation, c'est ça que tient à préserver notamment le régime d'extrême droite israélien. Et donc ils veulent vraiment en finir avec l'UNRWA. Donc là récemment, ils ont fait une propagande parce qu'il y aurait eu quelques employés de l'UNRWA qui auraient participé aux attaques du 7. Eh bien s'il y en a, qu'il y ait des sanctions. Je veux dire, moi j'ai travaillé sur les questions de migration, j'ai traité plein de rapports où on a des agents de l'UNHCR qui ont commis des viols, qui ont participé à des crimes parfois, ou qui ont en fait tout simplement pas respecté leurs obligations en tant qu'humanitaires. Dans ce cadre-là, il y a des procédures, ils sont exclus, ils sont sanctionnés, on les poursuit sur le plan pénal, etc. Pourquoi la seule agence onusienne qui se retrouve en fait sanctionnée, il y a 30 000 personnes employées dans cette agence onusienne, et donc la propagande, c'est qu'il y a quelques personnes qui auraient participé aux attaques du 7, et dans ce cas-là, on va fermer toute l'agence. Et en fait, derrière, ce que veut Israël, c'est qu'on ferme avec cette agence le droit au retour et la dimension politique. Donc il faut bien avoir à l'esprit, parce que ce traitement-là, il est réservé à aucune autre agence. C'est la seule agence onusienne où on a utilisé ce qui s'est passé, et plutôt que de revendiquer le fait qu'il y ait des sanctions, etc., contre les personnes concernées, on revendique la fin des subventions et la fin de l'aide de l'UNRWA, et ça participe à affamer aussi la population, parce que beaucoup de Gazaouis sont des réfugiés. 85% de la population à Gaza, c'est des réfugiés de 48. C'est pas des gens originaires de Gaza, donc quand vous avez en tête que vous êtes en train de défendre les Gazaouis, vous défendez autre chose que des Gazaouis, vous défendez des Palestiniens qui ont été déplacés en 48. Et donc pour la plupart, ils survivent grâce à l'UNRWA, parce que c'est des déplacés depuis des années et des années. Et donc fermer l'UNRWA, ça participe aussi à cette logique génocidaire qui est la destruction du groupe social palestinien, mais qui passe aussi par le fait de la famine, on y reviendra peut-être, mais donc là on a des cas sévères de famine à Gaza. Je fais trop long, je vais réduire. Non, ça va. Rima, le titre de la conférence, c'est Palestine, quel avenir? En tant que juriste, as-tu encore confiance au droit international et as-tu encore de l'espoir? Alors, moi j'ai eu l'occasion de dire, nous on attend d'espérer en fait. Le peuple palestinien, il attend de pouvoir espérer. Je crois qu'on n'en est pas au début des espérances, on est à avoir les conditions qui nous permettent d'espérer. Donc, mais je crois qu'il y a une forme de résilience et de résistance du peuple palestinien qui est impressionnante. Je ne parle pas de la mienne, encore une fois, moi, je me considère très privilégiée, je mange, j'ai un toit, j'ai accès à tout ce que je peux vouloir avoir accès, donc je ne me sens pas tellement concernée par cette question de cette résilience qu'on voit à Gaza. Je veux dire, on se sent minuscule à côté, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois que beaucoup de Palestiniens nous regardent. Tu disais qu'il y a un moment où les morts nous regardent. Eh ben, je crois que beaucoup de Palestiniens nous regardent ce qui se passe, regardent ce qui se dit. Et donc, je m'impose de continuer à espérer. Je m'impose une boussole qui est celle du droit, qui est celle de ce cadre-là, parce que sinon, on crève.
je veux dire, on crève... voilà, enfin, je veux dire, là-bas, on crève sous les balles, là, on crève vraiment en tant que sujet, quoi. Et donc, pour moi, il y a une forme de survie aussi dans le fait de me dire on n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de désespérer, et donc il nous faut des cadres qui nous sauvent. Et moi j'ai eu l'occasion de le dire aussi, mais je me considère être née en colère. Je suis née en colère, vraiment. La question pour moi, ça a toujours été de comment je transforme cette colère. Et donc très en colère quand j'ai compris qu'on était nés dans des camps et que ça fait 75 ans qu'on est des non-sujets, en fait, qu'on n'existe pas, qu'on est des apatrides. Transformer cette colère, c'était créer l'Observatoire des camps de réfugiés et dire il y a des Palestiniens, mais aussi il y a plein de camps dans le monde. Donc, tous ces camps doivent être visibilisés et on ne doit pas avoir des êtres humains qui vivent pendant des générations dans des camps. Donc le sujet maintenant, c'est aussi de dire comment on transforme ces colères et comment on en fait des petites lumières qui nous permettent pas juste d'espérer, mais de se mettre en action, quoi. Là, je l'ai dit sur ce soir, il faut passer la deuxième. Il faut vraiment qu'on se mette en action, il faut aller au-delà il faut transformer cette paralysie là, qui nous bloque les cœurs et aussi les esprits. Et ça se travaille individuellement, mais ça se travaille aussi collectivement. Mais il y a énormément de choses à faire. Et je crois que collectivement, on peut vraiment changer la donne, quoi. Et je crois qu'on est en train de le faire. Donc voilà, j'ai pas trop le choix, je pense. Mais il faut surtout avoir... ce qui m'aide, moi, et j'espère que ça aidera d'autres, c'est d'avoir un cadre. Et malheureusement, heureusement, moi c'est le droit international. Ça s'est inscrit dans mon parcours. Mais je comprends qu'aujourd'hui, on assiste aussi à la mort du droit international. J'ai dit, mais à Gaza, il n'y a pas que les Palestiniens qui sont en train de mourir. C'est l'idéal qu'on se fait du droit international, cette hypocrisie là, insupportable aussi des pays occidentaux qui se réfèrent toujours à ce socle de droits de l'homme et qui en fait aujourd'hui sont en train vraiment de l'enterrer à Gaza avec les Palestiniens. Et on observe aussi que c'est le Sud global aujourd'hui qui fait l'honneur de l'humanité, quoi. Ce Sud global humilié, colonisé, méprisé. Moi, je fais partie de ce Sud global. Voilà, je m'identifie beaucoup à ces histoires, à ce tiers-monde là, dont on n'a jamais vraiment voulu l'intégration dans l'humanité. Mais aujourd'hui, c'est cette partie du monde qui nous sauve et qui sauve l'honneur de l'humanité. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que tu disais tout à l'heure que Israël, notamment au travers de l'UNRWA, est tenté de nier l'existence politique des Palestiniens. Mais quelque part, je trouve qu'on peut vraiment faire le parallèle avec en France et dans d'autres pays européens. Parce que comme tu disais au début de la conférence, toi aussi t'es nié politiquement, notamment quand tu passes à la télévision, quand tu t'exprimes sur Twitter, etc. Donc en fait, là où on pourrait penser qu'il n'y a que Israël qui nie les Palestiniens, en fait il y a tout le monde occidental quelque part qui fait ce travail de nier les Palestiniens. Donc en fait, tu dis que tu es privilégié, mais c'est vrai que finalement, certes, tu n'es pas dans la situation des Gazaouis, mais on peut te retrouver finalement des similitudes quand même. Il y a un continuum de violence coloniale, ça c'est indéniable, dans ce qui est fait aux Palestiniens là-bas et ce qui est fait aux Palestiniens ici, mais pas que aux Palestiniens, j'ai envie de dire à tous ceux qui descendent de ces histoires aussi de ce passé colonial. Et je crois que les Palestiniens, d'une certaine manière, sont en train de décoloniser le monde. Parce qu'il n'est pas complètement décolonisé, le monde. Et je crois que les Palestiniens remettent un peu en lumière ce qui reste de relents coloniaux, de racisme dans nos sociétés, et dont il faut aussi qu'on se débarrasse. Mais effectivement, il y a un continuum, et je pense que beaucoup de gens dans la salle ou ailleurs, en fait, s'identifient, contrairement à ce qu'on croit, ils ne s'évanouissent pas à la cause palestinienne parce que c'est des musulmans, parce qu'il y a une logique juste pure de lien religieux. Ça, c'est la caricature qui est faite dans les médias. Je crois que beaucoup de gens s'identifient aussi à la cause palestinienne à travers ce passé, cette mémoire coloniale qui est la leur. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'histoire de leurs grands-parents, ils ont pour certains un héritage de ça et de ce que ça a coûté. Pour des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des gens qui viennent historiquement de pays colonisés par la France ou d'autres pays, est-ce que ça leur a coûté 3, 4, 5 générations, est-ce que ça a coûté à leur pays, à leur histoire familiale, d'être ce qu'ils sont et de tenir leur indépendance. Et donc la question palestinienne, en fait, elle fait miroir à tous ces peuples qui se sont battus pour leur indépendance. Et donc effectivement, sur les Palestiniens, il y a un continuum de ce qu'il reste de ces histoires, en fait. Et donc
pour les Palestiniens comme pour leur soutien. On est renvoyé voilà, à toutes les insultes racistes, etc. Donc oui, moi j'ai jamais eu à vivre autant de violence coloniale. Mais vraiment, dans les propos, dans le traitement, dans la manière dont on perçoit, etc. Et je le vis vraiment dans toute ma chair, quoi. C'est pas juste je dirais, il faut se rendre compte de ce que c'est la violence en fait, coloniale. C'est une humiliation, c'est une oppression qui se matérialise autrement que par la force, mais c'est un écrasement de sa dignité, quoi. Et il faut beaucoup d'énergie pour garder son sang-froid. Et c'est un combat, en fait, je veux dire, c'est extrêmement violent de renvoyer les gens à des moins que rien, à des bêtes, je veux dire, toutes les insultes qu'on a pour les personnes qui sont issues d'immigration, etc. Mais ça, je le vois tous les jours. Et c'est une bataille quotidienne, quoi. Et donc, derrière la cause palestinienne, il y a ça. Il y a effectivement ce continuum de violence coloniale qui est indéniable. Je veux dire, on reste, nous, un sujet colonisé. Le Palestinien est un sujet colonisé. C'est rien d'autre que ça. Je veux dire, les vies comptent moins, le narratif compte moins, le plan de partage de la Palestine, moi je le dis, c'est un plan d'annexion. Je veux dire, les Nations Unies en 1948, c'est quoi? C'est une trentaine d'États qui sont, pour beaucoup, des anciens, ou encore des empires coloniaux actifs. Et les Palestiniens, on parle quand même encore en France, c'est pour vous donner juste ces billets qu'on a encore. En France, on parle de plan de partage. Mais les Palestiniens n'étaient pas à la table des négociations. Non mais c'est quand même fou, comment on arrive à se convaincre. Même pour Oslo et les accords de paix qui sont suivis, ils ne sont pas là. Si, après là, ils ont négocié, les Palestiniens à ce moment-là. Ils ont renoncé à la lutte armée, ils ont créé une autorité palestinienne, c'est là où ils ont développé leurs ambassades, etc. Mais en 1948, les Palestiniens, c'était des sujets qui ne comptent pas. Et ce qui est fou, c'est que même des experts disent... mais je crois que ça leur est même pas passé à l'esprit, les Britanniques, de consulter les Palestiniens. Ils avaient tellement intériorisé la domination du sud des Palestiniens que c'est même pas un combat de les exclure. C'était un non-sujet. Non mais, faut se dire, faut se représenter la chose. On colonise un pays, on a un mandat colonial, et on est en train de faire face en plus à cette question de l'immigration juive à ce moment-là et sioniste. Et donc, eh bien, on fait un plan de partage et on exclut les Palestiniens de ce plan de partage. C'est un plan d'annexion, enfin je veux dire, c'est un hold-up, comme il faut le dire. On s'est fait piller de notre terre à ce moment-là. Bon, après qu'il y ait des négociations, moi je le dis, c'est important. J'ai une parole palestinienne très forte, et c'est ma responsabilité. Mais je ne peux pas, par exemple, défendre le fait qu'on fasse aujourd'hui aux juifs israéliens ce qu'on nous a fait. Enfin, moi, je pense que la dignité du peuple palestinien, elle est aussi dans ça. C'est-à-dire que... Donc, après, voilà, c'est pas à moi de dire quelle perspective politique, c'est aux Palestiniens qui vivent sur place. Mais c'est important de le dire aussi, qu'on a aussi cette dignité chez les Palestiniens qui... Pour beaucoup, c'est tout le travail qui avait été fait, même si aujourd'hui il est problématique, mais au début c'était le travail diplomatique qui a été fait par les Palestiniens pour s'inscrire là-dedans. Mais bref, voilà, il y a un vrai sujet, en tout cas encore aujourd'hui, de considération du peuple palestinien dans cette dimension coloniale et qui fait miroir à beaucoup de gens. Pour finir, après on va passer aux questions. Et là, il y a beaucoup d'étudiants, mais aussi de militantes et militants. Est-ce que tu as un mot à faire passer pour encourager ou un mot à faire passer avant qu'on passe aux questions? Mais c'est à vous de nous encourager. L'autre jour, j'étais une émission de radio et donc le type me dit, mais très gentil, c'était je sais plus pour la Ligue des droits de l'homme, et il me dit à la fin une note positive pour rester optimiste. Moi, je suis au fond du trou. Je dis mais c'est à vous de me faire respirer, c'est pas à moi. Enfin, je veux dire. Mais même si effectivement on a une parole, on a une parole de mobilisation, c'est une responsabilité. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la question palestinienne, c'est pas qu'une question palestinienne, palestino-palestinienne. Il y a tellement de sujets en fait à traiter sur cette question qui font miroir à toutes les luttes que vous embrassez, enfin en tout cas la majorité des luttes, c'est
c'est quand même le droit, le premier droit fondamental, c'est cette question de l'autodétermination des peuples, quoi. Donc les Palestiniens, c'est vraiment le cadre opérant à travers lequel il faut voir cette cause. C'est une lutte pour l'autodétermination, c'est une lutte pour l'indépendance, c'est une lutte de libération du peuple palestinien. Et donc il faut absolument la survie en fait aussi de cette humanité, ce qui la rend belle, c'est cette diversité. C'est le fait que tous ces peuples ont pu à un moment donné embrasser leur indépendance, leur liberté d'exister dans leur culture, dans leur spécificité linguistique, etc. Et sauver un peuple, en fait, c'est aussi sauver cette humanité. C'est refuser qu'on écrase un peuple, qu'on entérine, si vous voulez, d'une certaine manière, sa disparition politique. C'est accepter qu'après tout, on peut faire disparaître n'importe quel autre peuple, quoi, de la Terre. Et donc il y a une vraie responsabilité, je dirais, humaine vis-à-vis de la survie du peuple palestinien. Sauver le sujet palestinien, c'est sauver cette diversité de l'humanité, c'est sauver en fait ce qui nous rend aussi collectivement beau, belle, je dirais, qu'est-ce que serait en fait l'humanité s'il n'y avait pas toute cette diversité, quoi. Et donc c'est très important, c'est un des derniers conflits, c'était le dernier conflit colonial au monde, et il est primordial aujourd'hui de s'engager là-dessus et de faire vivre cette lutte. On va pouvoir passer aux questions. Juste avant, petite précision, quand vous prenez la parole, les propos antisémites, islamophobes, sexistes et... Comme ça, finir liste. Ouais, tout ce qui finit. Non, vraiment, c'est vraiment pour dans le respect des uns les autres. Voilà. Si vous avez des questions. Donc, camarade qui va faire passer le micro. On a environ 30 minutes, donc profitez bien de poser des questions à moi et puis... On va poser 3 questions à la fois, comme ça on va rouler, ça va rouler rapidement. Et donc, non mais je tire ça. François, en tant qu'Insoumis, nous sommes ravis et honorés que vous ayez rejoint notre liste pour les européennes. J'ai raison de vous demander pourquoi j'ai une petite question. Comme on parle d'avenir de la Palestine, on entend beaucoup et souvent parler d'une solution à deux États, la fameuse solution à deux États. Mais quand on regarde la fameuse carte, le peu de territoire qui reste petit à petit, qu'est-ce que vous pensez de cette solution à deux États au final, et qu'est-ce qu'on doit comprendre quand les politiques, quand les philosophes ou toute autre personne nous parlent de cette fameuse solution à deux États, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il en reste plus grand-chose, et avec ce qui se passe en ce moment, on peut laisser encore plus. Bonjour, un coup ma question. Vous avez dit que vous étiez en attente d'espoir et je me demandais ce que les accords d'Oslo c'était pour d'espoir. Bah, c'est bon, là on a 3 questions. Donc la première c'était le soutien. Moi j'ai assez. La personne qui a posé la question. Moi j'avais plutôt mal vécu cette période. Donc je suis partie en Jordanie. Je suis rentrée hier. Donc j'ai passé ces derniers mois en dehors de la France parce que c'était. J'avais précisément besoin d'être proche des Palestiniens ou en tout cas des Palestiniens qui vivent dans des camps aussi. Donc non, c'était franchement compliqué. Il y a des soutiens en France, mais le discours ambiant, je veux dire politique, médiatique, qui résonnait le plus malheureusement, était très problématique. J'avais l'impression vraiment de me prendre des coups de poing dans la gueule tous les jours. Je suis vulgaire, mais tous les jours j'avais l'impression de me prendre des trucs dans la figure parce qu'il y avait une propagande vraiment qui consistait à relayer les propos génocidaires, à valider
putain, il y a encore 2 semaines, je crois que François Hollande a dit c'est des victimes collatérales. Donc je veux dire, avec 30 000 morts, on est encore dans certaines figures politiques, enfin, dans la bouche de certaines figures politiques françaises, je veux dire, qui sont entendues, qui sont écoutées. Un ancien président de la République, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, la présidente de l'Assemblée nationale, 4e personnalité politique de l'État français, qui fait un déplacement en Israël, qui se prend en photo avec des militaires, qui dit soutien inconditionnel à un État qui a violé 104 résolutions des Nations Unies avant le 7 octobre, qui est un État dont la colonisation est condamnée par plein de résolutions, qui est un État qui occupe les territoires palestiniens, un État où la Cour internationale de justice avait déjà rendu un avis en 2004 en disant que Gaza était un territoire occupé, etc., et qui parle d'un droit absolu à se défendre et qui va à l'encontre vraiment de tout ce que prévoit le droit international. Donc c'était très compliqué. Et je veux dire un mot, je pense que je vais en blesser certains, donc c'est important pour moi de le dire. Nous, le problème qu'on a aussi quand on est palestinien, c'est qu'on est parfois un peu glorifié dans notre identité. Et donc, il peut y avoir une forme d'essentialisation aussi. Et donc, moi, c'est très souvent, on peut me dire, t'es palestinienne, mais personne ne connaissait mon histoire. Enfin, quand je dis mon histoire, c'est pas une histoire personnelle, mais quand je disais la Nakba, il y avait pas. Mais je pense que c'est pas de la faute de ces gens. Je pense que le sujet palestinien a tellement été invisibilisé, effacé ces dernières années, même plus traité dans les médias, qu'on a aussi toute une génération de personnes qui ont grandi avec la référence de la cause palestinienne, mais qui ne sont absolument pas, qui n'ont pas des espaces d'éducation de la cause palestinienne. Précisément parce que, voilà, il y a peu de diaspora palestinienne, il y a peu de structures qui sont bien organisées, qui font envie aussi. Des structures qui font pas. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, quand tu t'intéresses à une cause, tu as besoin d'être inspiré, je veux dire, par les personnes qui la portent. Donc, bon, il y a un problème, il y a un déficit de représentativité, en tout cas de représentation de cette question palestinienne. Et donc, c'est aussi un contexte qui est étouffant parfois. Enfin, je veux dire, d'être soit essentialisé, soit glorifié. Mais du coup, dans l'intime, il y a peu d'espace où on peut être nous, quoi. Donc il y a du rejet, il y a de l'essentialisation, et puis donc mais il y a aussi beaucoup de soutien, et c'est précieux. Et c'est vrai que moi, j'avais peu d'espace où je pouvais être moi. Et ce que je disais, c'est que là, être palestinienne en France, je suis soit la nana qu'il faut éliminer, donc Forbes, quoi, comme une sorte de traite, soit je suis une activiste. En fait, il y a des moments où j'ai juste envie d'être moi. Et être en moi, c'est quand je vais dans les camps de réfugiés et en fait on me connaît pas, on s'en fout de ce que je fais en France. Et je me pose, je prends un café avec une famille et on parle de la Nakba et on se raconte des histoires et on parle de nous en fait. Et ces espaces-là aussi, ils manquent. Il y a des gens qui soutiennent la cause palestinienne mais qui s'en prennent parfois à moi parce qu'ils sont déçus de ce que je vais dire. Et donc on se dit, mais il faut une parole, il faut quelque chose qui fasse, qui plaise à tout le monde. Qui amène celui qui n'est pas éduqué sur le sujet, qui n'en a jamais entendu parler. Il faut nourrir l'adhésion d'une autre personne à cette cause depuis très longtemps. Il faut calmer la colère des uns et des autres. Il faut nourrir l'engagement des uns et des autres, etc. Et à un moment, on se dit, mais c'est beaucoup. Et moi, j'ai eu des situations où des personnes qui soutenaient la cause palestinienne, quand je pouvais parler de la solution à un État binational, par exemple, on me disait, mais t'es une traître, comment tu défends ça? Enfin, donc, des fois, c'est compliqué, parce qu'on dit, en plus, il faut plaire à tout le monde, presque. Et des fois, on a envie juste d'être nous, on a envie de dire ce qu'on a envie de dire. Et pour finir, je revendique, moi, depuis longtemps, le droit à la subjectivité. Et des fois, il faut nous foutre la paix dans ce qu'on est aussi. Et moi, je revendique ce droit de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire avec ma subjectivité. Et donc, parfois, on a besoin d'échapper à ces étiquettes, etc. Donc, en France, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas cet appui de la diaspora palestinienne. Donc, moi, je suis partie la trouver en Jordanie ces derniers mois. Voilà. Deuxième question, c'était la solution à un, deux États. Donc moi, juste pour dire un peu le prisme qui est le mien, c'est que j'ai travaillé en 2015 sur la qualification du crime d'apartheid. C'est vraiment le premier sujet sur lequel j'ai travaillé. En 2015, c'était avant les rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch. J'avais fait un mémoire de fin d'études, c'était la qualification du crime d'apartheid en Israël avec une étude comparative du cas sud-africain.
Et donc, je crois que ça a été une claque pour moi, ce travail de recherche, puisque j'ai compris un peu ce que tu disais, à savoir que, en fait, il n'y a pas une séparation qui permette de créer un État palestinien. Il y a en fait une domination d'un peuple sur un autre et qui rend objectif cette qualification du crime d'apartheid. Et avec effectivement 800 000 colons qui sont sur les territoires palestiniens, le prisme que celui de l'apartheid, moi, m'a fait un peu parfois renoncer à cette possibilité, cette solution de deux États. Et je vais juste dire un mot là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu pour Israël? Israël, c'est toujours défini comme un État juif et démocratique. La question de l'apartheid, qui est aujourd'hui documentée, qui fait consensus, il y a des rapports d'Amnesty, voilà, même des Nations Unies, il y a même l'ancien directeur du Mossad qui a parlé d'apartheid, c'est qu'Israël est obligé de renoncer à un des deux critères à travers lesquels il se définit. Si c'est un État d'apartheid, soit ça reste un État juif, mais dans ce cas-là, il crée une logique de séparation avec le Palestinien qui n'est pas juif, enfin, le Palestinien, quoi. Soit ça devient un État démocratique, et dans ce cas-là, il n'est plus un État juif, parce qu'il intègre cette dimension de la diversité religieuse, de l'identité. Et en fait, ce qu'Israël est en train de faire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup même de gens israéliens qui disent que c'est un suicide, ce que fait Israël aux Palestiniens, parce qu'à travers sa politique, la politique qu'Israël mène aux Palestiniens, il se voit renoncer presque à il est en train de s'amputer d'une jambe, quoi. Parce qu'Israël s'est toujours défini comme un État qui marchait sur ses deux jambes, ses deux piliers, être un État démocratique, un État juif. Pour nous, ça n'a jamais été un État démocratique. Nous, on n'est pas dedans, dans le champ de la démocratie israélienne. Mais je veux dire, c'est un État qui s'est projeté comme ça. Et donc aujourd'hui, on est dans cette renonciation forcée en raison de la politique israélienne. Donc pour la logique un État ou deux États, c'est vrai que la logique d'apartheid nous fait changer vraiment de paradigme. Quand vous vous intéressez à cette question, vous comprenez que en fait, ça brouille vraiment toutes les cartes d'analyse qu'on a sur le sujet. Maintenant, il y a un cadre dans lequel on est contraint. Les résolutions des Nations Unies, le travail diplomatique qui est porté par les Palestiniens depuis 20, 30 ans, 40 ans. Et ce travail diplomatique, il n'est pas celui de la solution un État. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les diplomates palestiniens revendiquent un État souverain sur les frontières de 67. Et donc, tout dépend comment on se situe, quoi. Soit on est dans une parole militante qui a un autre prisme et qui se réfère à autre chose, soit on est dans une parole de pragmatisme politique auprès des Nations Unies, et le cadre, c'est les résolutions des Nations Unies. Malheureusement, on n'y échappe pas, quoi, si on est dans un travail diplomatique en tout cas. Et on voit toutes les déclarations qui ont été faites devant la Cour internationale de justice, tous les États, même les États très très alliés de la cause palestinienne, parlaient de deux États. L'Afrique du Sud, l'Algérie, tous ces pays historiquement aussi très alliés de la cause palestinienne, ont parlé de la solution de deux États. Donc voilà, c'est une question de cadre, je pense, et de prisme. Mais c'est vrai qu'il faut dire cette réalité. On parle aujourd'hui d'une peau de léopard sur les territoires palestiniens, tellement il y a de colonies, c'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a des bouts de terre comme ça qui sont séparés. Et la stratégie coloniale israélienne, elle est quand même bien cynique. Elle consiste à séparer les points de connexion entre les villages. C'est-à-dire qu'on va sciemment installer un avant-poste entre deux villages, ce qui permet toute connexion, toute solidarité entre les villages palestiniens. Et malheureusement, la passivité de la France et des pays occidentaux, qui sont les premiers alliés d'Israël, ont permis le développement de toutes ces colonies ces 30 dernières années. Dernière question, c'était... Oui, je vais faire plus rapide, pardon. Dernière question. Oslo. Ah, Oslo, je sais pas quoi dire. Oslo, non, mais en réalité, c'était... Quand on parle avec des diplomates, ils nous disent que en fait, c'était une avancée historique très importante. Parce que c'est ce qui a permis aux Palestiniens d'inscrire une stratégie diplomatique. C'est à ce moment-là qu'ils ont été... Là, ils sont reconnus par 133 États à peu près. 136, je ne sais plus exactement. Mais donc, à travers en fait Oslo, ce que disent les diplomates, moi j'ai confronté pas mal de diplomates sur le sujet, ils nous disent mais non, mais vous vous rendez pas compte, nous on a basculé en termes de légitimité à parler à travers aussi Oslo, parce que ça a fait de nous
un peuple qui avait maintenant une influence diplomatique. Et donc c'est là où il a installé les ambassades palestiniennes, de l'autorité palestinienne un peu partout dans le monde. Donc tout dépend le prisme dans lequel on est. Il y a clairement un problème dans la résistance qui est faite à travers cette autorité palestinienne qui aujourd'hui est un peu l'allié d'Israël, quoi, dans l'oppression même parfois des Palestiniens. Donc il y a un vrai souci interne. Et c'est ce que récupère aussi très bien stratégiquement en fait, le Hamas, c'est déficit de la parole politique palestinienne, de l'autorité palestinienne. Et donc forcément, il y a un terrain politique qui depuis des années n'a pas été travaillé. Et donc forcément, on a des groupes comme le Hamas et d'autres qui récupèrent cette légitimité-là, politique j'entends. Donc, mais les accords d'Oslo, voilà, sur le plan en fait, de la bataille diplomatique, ça a été une avancée très importante. Voilà, mais c'est vrai que le résultat aujourd'hui, mais c'est pas la faute des Palestiniens, enfin, je veux dire, là c'est la faute des pays occidentaux qui n'ont pas fait aussi le boulot, qui n'ont pas respecté ses engagements, ses accords, etc. Et qui ont continué à soutenir Israël dans sa politique coloniale, qui ont continué à armer Israël et à imposer aucune sanction. Et donc il faut bien voir cette deux poids deux mesures entre Ukraine et Palestine. Je veux dire, c'est frappant. On a une impunité qui dure 50 ans de colonisation et d'occupation, je veux dire. Donc, voilà. Je vais faire plus court. On va refaire un tour encore. De 3-4 questions. On est là jusqu'à 20h, donc s'il y en a qui va partir avant, tant pis. Oui, mais de toute façon, moi je reste là parce qu'après on va à l'événement de Palmette, donc s'il y a d'autres questions après. Bonjour. Alors j'avais une question, j'ai un autre question, vous verrez l'essentiel et après vous pourrez répondre. La question que je me pose, c'est l'État palestinien aujourd'hui, quels sont les interlocuteurs étatiques palestiniens qu'on retrouve sur la scène internationale et qui pourraient donc contribuer à produire de droit international pour vraiment permettre aux Palestiniens de pouvoir vivre sur leur territoire. Par exemple, on a vu que c'est l'Afrique du Sud qui a porté la voix palestinienne auprès de la Cour internationale de justice et aussi comment faire entendre sa voix quand on est dans un continuum de rapports coloniaux, comme vous nous l'avez présenté. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi aussi j'ai une question sur le droit international, parce que du coup vous parlez du droit international comme du sol, et je me demandais ce que vous pensiez de la Cour pénale internationale et son immobilisme face à la situation en Palestine. Vous avez parlé de la plainte de Gilles Leval, mais le procureur de la CPI n'a pas à instruire toutes les plaintes, il a l'opportunité d'instruire ou non. Donc j'ai l'impression que la CPI sur ce coup-là n'est pas très utile, de même que la CIJ, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et aussi, je ne sais pas si vous avez beaucoup de la requête du Nicaragua, oui. Si vous avez une opinion à ce propos. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. J'ai une question qui concerne celles et ceux qui sont dans les camps. À partir à la fois de votre expérience personnelle et aussi des échanges que tu as pu avoir avec eux en les rencontrant. Quand on est un jeune adulte ou même un peu moins jeune et qu'en fait on est dans un camp depuis 10 ans, qu'on a connu presque que ça, à quoi on aspire en fait? Est-ce qu'on est dans l'attente en espérant retourner sur des territoires palestiniens? Est-ce qu'on est résigné? Ou alors, comment on voit en fait son futur? Est-ce qu'il y a un enjeu douloureux à se dire alors je pars ailleurs et je reconstruis une vie ailleurs et dans quelle perspective ils sont? Et là, il y a une question qui est dans la continuité de ça. Quand pareil, on n'a jamais parfois vécu sur le territoire palestinien, qu'est-ce que ça veut dire se sentir palestinien? Comment on fait vivre ce sentiment d'appartenance au peuple palestinien? Et est-ce qu'on a l'impression un peu d'avoir un devoir de faire vivre cette identité aussi? Et est-ce que toi tu le sens aussi comme ça, comme un devoir? Parce que dans les familles c'est très très important. Merci. Je vais rapide. Donc je vais commencer par cette question parce que c'est vraiment le questionnement d'une vie, je crois pour moi. Surtout que moi, là j'ai vu ma famille en fait partir progressivement sans avoir jamais pu retourner en Palestine ou même la voir. Donc il y a une hantise comme ça, il y a un truc comme ça moi qui m'obsède, c'est de me dire mais ça se trouve je serais battue pour la question palestinienne toute ma vie, puis je vais mourir en exil, j'aurais jamais vu cette terre, c'est quand même assez dingue. Donc c'est une vraie question de qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce qui reste
de nous en nous. Il y a un vrai qu'est-ce qui reste, moi, de l'histoire de mes grands-parents en moi, dans cet héritage, à quel point c'est fantasmé, à quel point c'est réel, à quel point c'est une bouée comme ça à laquelle je me raccroche parce que c'est ce qui me situe dans le monde, ou est-ce que c'est... c'est un vrai sujet. Et pour les camps, en tout cas, de ce que moi j'en ai vu, il y a une sociologie des camps, qui est passionnante. Je veux dire, les camps deviennent, moi je les appelle les Palestines errantes. Les camps, ce sont des petites Palestines comme ça, d'un camp à un autre. En plus, historiquement, il faut le savoir, mais c'est le CICR qui s'occupait de la première installation des camps. Et donc, le CICR raconte dans les archives que les Palestiniens, ils étaient, ça c'est aussi l'humanitaire colonial, sales, indisciplinés, sont décrits comme ça. Et personne n'arrivait à les tenir, quoi, ces Palestiniens. Et en fait, les Palestiniens quittaient les camps pour reformer leur identité locale dans les camps. C'est-à-dire que quand ils entendaient qu'il y avait des gens de Haïfa dans tel camp, ils y allaient, s'ils étaient originaires de Haïfa. Ils ne restaient pas dans le camp où on les a assignés. Et donc on se retrouve en fait aujourd'hui dans des camps où il y a des origines semblables, dans 2-3 localités, quoi. Donc dans les camps, on va avoir 2-3 localités qu'on retrouve dans la population donnée. Et donc il y a une sociologie un peu des camps qui va se reformer de l'identité en fait des Palestiniens, même locale, qui va se reformer dans les camps. Mais le camp, c'est ce qui matérialise la dépossession. C'est vraiment la preuve matérielle que ces Palestiniens ont été dépossédés de leurs terres. Et donc ils vont reconstituer cette mémoire depuis les camps et cet héritage depuis les camps. Et ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire, mais en fait ces Palestiniens, ils ont juste envie de se libérer des camps. Moi, je vais donner un exemple du camp dans lequel je suis née. À un moment donné, il y avait un projet d'urbanisation visant un peu à inscrire le camp dans le projet de la banlieue d'Alep. Et les Palestiniens se sont syndiqués. Ils ont fait des manifs pour dire qu'il n'en est pas question. Nous, on est palestiniens, on vit sur ce territoire et personne n'a le droit d'y toucher. C'est notre mémoire, en fait, elle est dedans. Donc il n'est pas question d'en faire un projet comme ça, nouveau. Et en fait, j'ai l'impression que le toucher au camp, investir le camp, sans l'autorisation des Palestiniens, ils ont tellement investi ces espaces que ça devient des espaces de mémoire pour eux. Et donc, y toucher ou les déposséder de ces espaces, c'est les confronter à une deuxième violence de dépossession. Ça devient vraiment leur Palestine, quoi. Et voilà, j'ai terminé sur ça parce que c'est important. Moi, je suis retournée pour la première fois dans le camp dans lequel je suis née en mai. J'ai mis peut-être une bonne année à comprendre ce que je pouvais attendre d'un voyage comme celui-là. Outre le fait que mon père il vit encore et qu'il y avait un besoin pour moi de me dire voilà, j'ai besoin de renouer avec mon père, etc. Et c'est aussi ça l'exil, c'est des familles qui sont comme ça, pulvérisées, etc. Et donc j'ai mis 1 an à peu près à préparer psychologiquement ce voyage et me dire mais c'est quoi le camp dans ma vie, dans mon histoire? Qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce que j'espère retrouver, qu'est-ce qu'il représente pour les Palestiniens que nous sommes, etc. Et c'est un vrai sujet parce que le camp, il est à la fois, c'est à la fois un espace d'humiliation, parce qu'on est quand on est dans un camp, en fait, on se vit comme quelqu'un qui est exclu, qui est mis au banc de plein de choses, mais en plus, mais le camp, c'est aussi un espace politique. Et moi, quand j'y suis allée, j'ai retrouvé aussi une énergie, quoi, une mobilisation, des trucs qui s'organisaient en interne, des manifs. Et je pense, mais ça c'est mon avis, qu'à un moment ou à un autre, les camps vont imploser. Les camps, c'est des bombes à retardement. Les camps au Liban, tout le monde est armé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des armes, des fractions politiques, il y a des combats, il y a des... Enfin, je veux dire... Et je pense que les camps vont finir par imploser parce qu'on a eu tort de penser que c'était que des espaces humanitaires. Dans notre imaginaire, on se dit un camp de réfugiés, bon, les gens ils mangent, ils dorment, on les assiste, quoi. Les camps palestiniens, ce sont des espaces politiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le nationalisme palestinien, il s'est beaucoup forgé en exil, dans les camps. C'est des espaces où les révolutionnaires s'entraînaient,
Et voilà. Et donc il y a encore beaucoup de ça dans les camps palestiniens. Je pense pour moi que c'est une bombe à retardement politique. Et c'est pas une bonne nouvelle de dire ça. C'est qu'à un moment donné, ça va imploser. Parce qu'on est à la 5e génération de Palestiniens qui vivent dans des espaces insalubres. En Syrie, il y a 3 heures d'électricité. Bon, là, c'est tout le peuple syrien aussi qui est victime de ça. Mais je veux dire, il y a vraiment des conditions de vie dans les camps qui sont très rudes. Et je pense que politiquement, ça risque aussi d'imploser. Il ne faut juste pas oublier que les camps, c'est des espaces politiques. Donc ça, c'est important de critiquer. La Cour pénale internationale, nous, les juristes, on l'appelait jusqu'à récemment la Cour d'Afrique. Parce qu'elle condamne que des chefs d'État africains. Elle ne poursuit pas des dirigeants occidentaux, elle n'engage rien contre des puissances occidentales. Et donc, il y a aussi quelque chose à dénoncer, en tout cas dans ce traitement qui est fait, ou l'utilisation qui est faite de ces instances. Mais la bonne nouvelle, c'est que, même si c'est tardif, il y a quand même des voies qui sont en train d'avancer. Le recours de Gilles Dehaere, il a été accepté très vite, en fait. Le recours qui a été formulé, il a été très vite accepté, en fait, dans les termes qu'il a posés, donc pour la caractérisation du génocide, etc. Il n'y a pas eu d'obstacle en termes de procédure, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Gilles Dehaere explique très bien, justement, dans ses posts et ses interventions, à quel point c'est une victoire aussi. Et la Cour internationale de justice, pour moi, c'est une énorme victoire. Je veux dire, le symbole, quand même, d'avoir l'Afrique du Sud, qui est un pays opprimé, qui a été un pays opprimé, qui a lutté, qui a un exemple de ces questions de libération, de revendication d'égalité de droits, etc., qui vient devant cette instance internationale qui a été pensée par les Nations Unies, les puissances occidentales, et qui leur dit le peuple palestinien est victime d'un apartheid. Mais qui peut contrer le discours de l'Afrique du Sud devant la mobilisation aussi qui était celle de cet État. Donc non, pour moi, c'est un énorme espoir. Et il y a eu un deuxième qui a été moins suivi. Il y a une deuxième affaire devant la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques de la colonisation et de l'occupation. Il y a eu 56 États qui ont présenté des plaidoiries. Donc c'est énorme. Je pense que ce qui est en train de se passer, on est en train de mettre à jour quand même l'hypocrisie au grand jour, l'hypocrisie de beaucoup d'États, qui sont des États alliés d'Israël, qui arment Israël. Mais par contre, on a un rapport de force qui s'impose des pays dits du Sud, parce qu'on est dans une configuration, un État, une voie. Les Nations Unies, c'est ça. Et donc, ils peuvent tous se saisir ces instances au même titre que la France, les États-Unis, etc. Et je pense que ça dit beaucoup de ce revirement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les porte-voix du droit international des droits de l'homme, c'est plus les États occidentaux qui ont toujours vendu cet humanisme qui finalement a beaucoup fait de tri quand même dans l'histoire. Et aujourd'hui, ce sont les pays du Sud. Donc pour moi, on est en train de vivre un move qui est très beau et qu'il faut soutenir, même s'il ne va peut-être pas assez vite. La dernière question, c'était... Du côté palestinien ou des soutiens? Du côté palestinien, en fait, qui sont les représentants étatiques, oui, qui négocient et qui font valoir la cause palestinienne auprès des institutions internationales, et comment ils le font dans des rapports de force coloniaux. Ouais. Là, on l'a vu donc justement avec la CIJ, c'est qu'on a vraiment une mobilisation de ce Sud global qui représente cette question palestinienne. Et je pense qu'au nom de cet effet miroir aussi, il y a beaucoup d'États qui continuent de soutenir la Palestine parce qu'eux-mêmes ont dû lutter pour leur libération et contre la colonisation. Maintenant, est-ce qu'ils représentent la cause palestinienne jusqu'au bout? Je ne sais pas. Je pense que la question palestinienne est extrêmement instrumentalisée de part et d'autre, même par des pays alliés. On sait qu'un État comme la Turquie, ils ont des négociations, ils travaillent avec Israël. Je veux dire, il y a plein d'États comme ça qui sont dans un jeu aussi diplomatique, économique, stratégique. Donc c'est une réalité. Donc je ne sais pas fondamentalement si les Palestiniens considèrent qu'ils ont des représentants, encore moins aujourd'hui, puisqu'on est dans un désastre, un échec absolu. Je veux dire, voilà, tous les États là, qui ont prétendu défendre la question palestinienne, bon, on voit bien qu'il y a une inaction quand même. Enfin, il y a une action dans ce qui est fait devant des instances, etc. Mais je veux dire... on a quand même un laisser-faire qui est quand même problématique. Je parle des États arabes, des États qui sont toujours instrumentalisés aussi la cause palestinienne, qui l'ont glorifiée,
qui parfois on en fait un sujet même plus important que les sujets nationaux, et non mais c'est une réalité, mais qui en fait font pas non plus grand-chose, quoi, malheureusement. Donc je sais pas s'il y a des réels représentants de cette cause. Je pense que les représentants de cette cause, en fait, c'est vous. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les mobilisations internationales ont poussé les politiques à se positionner. 86% des mobilisations internationales sur la période de fin octobre à fin novembre, ça a été des mobilisations pour la coalition palestinienne à l'échelle mondiale. Donc je pense que là, les déclarations qu'on a eues de Kamala Harris sur un cessez-le-feu, qui exigeait un cessez-le-feu il y a quelques jours, mais c'est pas parce que Kamala Harris elle est convaincue, c'est parce qu'en fait les mobilisations aux États-Unis sont telles que, je sais pas si vous me suivez, mais aujourd'hui les militants, même les militants de confession juive, Jewish Voice for Peace, ils ont fait un travail énorme, ils sont plus suivis que Biden sur Instagram, ils suivent tous les politiques. Dans une conférence comme ça, il y en a 3-4 qui vont se lever et qui vont appeler un cessez-le-feu, qui vont dénoncer le génocide, mais c'est systématique, quoi. Et donc cette mobilisation-là, à un moment donné, elle met une pression telle aux politiques qui les pousse à embrasser aussi cette cause, ou en tout cas à la représenter politiquement. Mais elle vient de la base, cette mobilisation. Faut pas croire que c'est des cadeaux qui sont faits aux Palestiniens. C'est uniquement la base militante qui pousse ça, et c'est en cela qu'on a tous un rôle à jouer. Et il ne faut pas oublier le parallèle avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ce qui a changé la donne, c'est la mobilisation internationale. C'est les campagnes de boycott à l'international, c'est absolument pas un cadeau qu'on a fait au noir de l'Afrique du Sud. Hein. C'est vraiment la mobilisation internationale, cette solidarité internationale qui, petit à petit, a poussé un embargo sur les armes, qui petit à petit, les États les uns après les autres se sont désolidarisés de l'Afrique du Sud, ont coupé les relations diplomatiques, ils ont isolé cet État jusqu'à ce qu'il fasse tomber ce régime d'apartheid. Et bien là, on a un défi qui se présente à nous et qui doit mobiliser toutes et tous. Merci.